Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cette exploration de nos sources sur la prise en charge pédiatrique en secours d'urgence. Les documents sont clairs et nets. L'enfant, ce n'est pas juste un adulte en plus petit. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et comment notre approche doit être différente, en se basant bien sûr sur le référentiel. Absolument. Et c'est une spécificité à tous les niveaux. Anatomie, physiologie et même psychologie de l'enfant. Tout est différent. Et c'est ça qui justifie une approche et des connaissances vraiment dédiées. Le référentiel structure bien tout ça. Alors rentrons direct dans le vif du sujet. Ça commence logiquement par les bases, le développement de l'enfant, mais surtout ses particularités anatomiques et physiologiques. Pourquoi insister là-dessus d'emblée? C'est quoi l'idée? C'est fondamental. Prenez juste les voies aériennes. Chez l'enfant, elles sont plus étroites, positionnées différemment. Ou la régulation de la température. Ils perdent de la chaleur bien plus vite qu'un adulte. Comprendre ça, c'est la base pour saisir pourquoi, par exemple, une obstruction des voies aériennes peut arriver très vite, ou pourquoi l'hypothermie est une menace si présente. Sans ces notions, l'évaluation et les gestes risquent d'être inadaptés, voire dangereux. Justement, l'évaluation. Le référentiel nous donne un bilan primaire pédiatrique bien spécifique. A, B, C, D, E. Alors là, ça devient vraiment concret. Qu'est-ce qui change sur le terrain pour nous? L'approche est vraiment ajustée. Pour le B, la respiration, on ne va pas juste compter la fréquence. On cherche activement des signes de lutte spécifiques. Le battement des ailes du nez, un tirage intercostal ou susternal marqué, des choses qu'on voit moins ou différemment chez l'adulte. D'accord. Pour le C, la circulation, chez le nourrisson ou le très jeune enfant, mesurer une tension artérielle, c'est pas toujours évident ni rapide. Alors, le temps de recoloration cutanée, le TRC, ça devient un indicateur clé, parfois même plus fiable à ce stade. Ah oui, le TRC. Et pour le D, le neuro, on utilise des outils adaptés, comme la VPU ou le score de Glasgow pédiatrique. Et surtout, l'échange avec les parents est crucial. Ils connaissent l'état normal de leur enfant. C'est une info capitale. Le référentiel liste ensuite des pathologies bien précises. La bronchiolite, la laryngite, la déshydratation, les convulsions hyperthermiques, le purpura fulminant aussi, malaise grave, mort inattendue du nourrisson. La liste fait réfléchir, elle couvre des urgences très diverses et souvent, assez angoissantes. Oui, cette sélection met en lumière les urgences pédiatriques soit les plus fréquentes, soit celles qui sont particulièrement graves et que le sapeur-pompier risque de rencontrer. L'important, c'est d'être capable de reconnaître les signes d'alerte pour chacune et de savoir quelle conduite à tenir adopter rapidement. Par exemple, une suspicion de bronchiolite, l'attention va tout de suite sur l'intensité de la détresse respiratoire, l'oxygénation. Et il y a aussi la suspicion de maltraitance. Ça, c'est un point très délicat qui demande une vigilance extrême, une observation très factuelle et une procédure de signalement bien précise. Très juste. Et un autre point majeur où les différences éclatent, c'est bien sûr les traumatismes. Il y a toute une section dédiée aux chocs, aux chutes, aux accidents chez l'enfant. Pourquoi ce focus si spécifique? Parce que l'impact d'un traumatisme n'est absolument pas le même. D'abord, la tête de l'enfant est proportionnellement beaucoup plus grosse et lourde par rapport au corps. Oui. Ça le rend donc plus vulnérable au traumatisme crânien lors d'une chute ou d'un choc. Ensuite, son squelette est plus souple, plus cartilagineux. Plus souple, ça veut dire quoi concrètement pour nous? Ça veut dire qu'un enfant peut avoir des lésions internes graves, par exemple au niveau du thorax ou de l'abdomen, sans fracture visible à l'extérieur. La cage thoracique plus élastique, elle absorbe le choc mais protège moins bien les organes en dessous comme le cœur ou les poumons. D'accord, donc cette souplesse osseuse, ça peut être un piège, on doit être encore plus méfiant, même si l'examen externe semble rassurant. Exactement. Ça impose d'avoir un indice de suspicion beaucoup plus élevé pour les lésions internes cachées. L'évaluation doit être hyper méticuleuse, répétée régulièrement. C'est pour ça que le référentiel ne détaille pas seulement ces mécanismes de blessures spécifiques, mais aussi les techniques d'immobilisation. Ah oui, l'immobilisation et le transport. Oui, et le transport, qui doivent être adaptés. On doit utiliser, si possible, du matériel pédiatrique, matelas immobilisateur à dépression taille enfant, attelle adapté, système d'attache spécifique sur le brancard. C'est pas juste une question de taille, c'est une question de sécurité et d'efficacité. Donc,
Pour résumer, la prise en charge pédiatrique en urgence, c'est vraiment un monde à part. Que ce soit l'anatomie, la physiologie, les maladies typiques, l'évaluation, la gestion des traumatismes, tout demande une approche spécifique, bien pensée, bien cadrée par le référentiel. Et sans oublier bien sûr l'aspect psychologique et la place essentielle des parents. Tout à fait. Et peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Comment est-ce que ces différences anatomiques fondamentales, comme la taille de la tête ou la flexibilité du thorax dont on parlait, comment est-ce qu'elles influencent directement nos tout premiers gestes? Je pense à l'immobilisation, à la gestion des voies aériennes chez un enfant polytraumatisé. Quelle adaptation immédiate ça suggère sur le terrain par rapport à ce qu'on ferait pour un adulte? C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Et pour maîtriser tout ça, évidemment, il n'y a pas de secret, hein. Il faut étudier le référentiel en détail et surtout s'entraîner encore et encore sur les gestes, les scénarios pédiatriques, c'est indispensable. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.